Le célibat n'est pas une situation agréable pour un grand nombre de personnes. Cependant, ce statut matrimonial arrange certains hommes ou même certaines femmes. D'autres, par contre, cherchent ou essaient toutes les chances, mettent toutes les chances de leur côté pour être un ou une bonne célibataire. Je suis très ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Génération News sur Medi 1. Alors, comment bien vivre son célibat en Afrique? On en parle en première partie d'émission avec mes invités. En seconde partie, un autre sujet, une autre thématique. Comment assumer ses responsabilités en tant que jeune parent célibataire? Bienvenue à tous et à toutes sur Medi 1. Génération News, c'est maintenant. Sur ce plateau, nous avons Mariam. Tu es consultante en gestion d'image et marque personnelle. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Également, nous avons Pape, tu es étudiant en analyse et politique économique. Merci d'avoir accepté l'invitation de Génération News. Merci à vous. Alpha, tu es journaliste blogueur. Merci d'être là. Bonjour Sylvie, merci, c'est un honneur. Alors, je disais tout à l'heure, on va parler du célibat et voilà, j'ai 3 célibataires sur ce plateau. Je vais commencer avec toi, Mariam. Alors, on entend parler du célibat. On sait qu'aujourd'hui, le célibat, c'est pas seulement une personne qui n'est pas mariée, mais c'est une personne qui vit seule. Cela englobe même les divorcés, les veufs, les veuves. Alors, toi, tu es célibataire, il n'y a pas de souci. Seulement, certaines personnes disent que le célibat égale solitude. Qu'est-ce que tu peux répondre à ces personnes? Merci pour la question. Et comme réponse, moi je dirais que le célibat c'est certes une solitude puisqu'on se retrouve seul, on se retrouve face à soi-même et c'est le moment idéal pour chacun de pouvoir se recentrer sur soi, ses objectifs et ses projets de vie. C'est certes une solitude que malheureusement plusieurs considèrent comme un gouffre sans fond, ce qui ne devrait pas être le cas, puisque c'est la période propice pour chacun de pouvoir mieux redéfinir ses objectifs. Merci. Alors, juste à côté de toi, Pape, est-ce que toi également, tu vois, est-ce que c'est la même chose pour toi quand on parle du célibat? Est-ce que le célibat, ou bien le célibat justement, égale solitude? Le célibat, moi je considère ça comme une solitude, donc se concentrer sur soi-même. Quand on est, moi j'ai cette définition du célibataire, c'est-à-dire une personne qui est concentrée sur soi-même, qui décide de ne pas être en relation. Est-ce que ça signifie solitude? C'est ça. On peut décider de ne pas être avec une personne, mais est-ce que pour toi, le fait de ne pas vivre avec une personne, ça signifie automatiquement solitude? Oui, on peut dire que ça signifie automatiquement solitude pour moi. Je considère ça comme une solitude pour se concentrer sur ses objectifs. D'accord. Voilà. Et Alpha, toi, comment tu vois? Pour toi, c'est quelle définition tu peux donner à cela? Bon, je dirais que ce n'est pas une solitude absolue parce que quand on parle de solitude, quand même, on parle c'est-à-dire de se recentrer sur soi-même en quelque sorte, c'est-à-dire de ne pas avoir trop de relations, de ne pas avoir une certaine affection ou d'être condamné à vivre parfois une situation pénible. Moi je dis que cette solitude-là, elle peut être remplacée par une guitare, elle peut être remplacée par une passion, la musique, elle peut être remplacée par le football ou je sais pas, l'écriture. Par exemple, moi j'aime bien écrire. À chaque fois que je me sens seul, je prends ma plume, j'écris et automatiquement je comprends que je suis en train d'échanger avec, je dirais, en tout cas je vois une interaction avec je ne dirais pas le monde supérieur, mais quand même, je sens que je ne suis plus seul. Il y a des idées qui tombent, il y a des gens que je crée, moi-même à travers mes écrits. Donc, est-ce qu'on peut parler réellement de solitude? Je ne dirais pas forcément. Pas forcément. Donc, tu n'es pas d'accord. Pour toi, oui, tu veux réagir, Oui. Mariam? Oui. Je veux dire, dans ce cas, il va falloir définir la notion de solitude et aussi le contexte dans lequel on aborde, puisque là, on parle bien sûr, si je ne me trompe pas, de solitude émotionnelle, de solitude relationnelle, la vie amoureuse. Et à ce niveau-là, je ne vois pas
test ou de création ou de guitare qui puisse remplacer cette vie amoureuse, cette situation-là. Alors, chaque personne aussi a sa façon de voir les choses. Il y a des gens qui peuvent, par exemple, il disait tout à l'heure, tu es artiste ou bien tu aimes bien la musique. Toi, par exemple, tu parlais de la lecture. Tu peux te mettre à lire les livres et quelque part, pour toi, tu ne seras plus seul. Et Mariam, je comprends, tu ne partages pas trop son avis parce que pour toi, on parle de relations. Une personne avec qui tu partages des émotions, des sentiments, généralement, comme on le dit, des sentiments amoureux, une personne avec qui tu partages peut-être un projet de vie et avec qui tu projettes aller loin. Et certaines personnes parlent également de dépendance affective. Quand tu es amoureux ou tu es amoureuse et que quelque part tu as été déçu par quelqu'un, tu ne vois plus, tu ne sais plus quoi faire, tu dépendais de cette personne et tu veux continuer à dépendre, à toujours vivre avec une personne, tu veux prendre une décision, tu n'y arrives pas, tu sens toujours un grand vide. Comment faire pour sortir de cette dépendance affective, Alpha? Oui, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit par Pape et Mariam, mais je reste convaincu que cette solitude, elle peut être remplacée, je dis, bien par d'autres moyens. Tout le monde n'a pas, il faut que peut-être Mariam et Pape le comprennent, tout le monde n'a pas le même niveau, je dirais, en tout cas, d'aimer. Voilà, c'est-à-dire, s'il y a des gens qui ne peuvent pas rester sans aimer, il y a des gens qui peuvent combler ça par d'autres facteurs, par d'autres passions. Oui. Mais en tout cas, je dirais la solitude a aussi, alors cette solitude dont on parle dans le célibat a quand même ses avantages. Parce que parmi ces avantages, on peut se permettre de sortir et de revenir à l'heure voulue. D'accord. On ne va pas rendre compte à quelqu'un, pas du tout. Non, on ne rend pas compte à quelqu'un. On peut manger ce que l'on veut, vous voyez, sans être forcé par madame. Moi, je pense qu'il y a une large gamme. Ou par exemple, pour les journalistes, moi, par exemple, il m'est arrivé à plusieurs reprises de travailler jusqu'à minuit ou 1h du matin parce que j'avais des reportages à faire, j'avais un travail à terminer. C'est-à-dire, je suis sans pression, je n'ai qu'un coup d'appel qui me dit « rentre à la maison, qu'est-ce que tu fais ?» Vous voyez, donc ça, par exemple, moi, je trouve que ce sont des avantages qu'un célibataire, par exemple, peut avoir et peut-être qu'un marié n'a pas forcément. Donc finalement, il y a une très large gamme, je dirais, d'avantages que le célibat a et qui le permet de s'épanouir, qui le permet de ne pas être forcément enfermé dans cette solitude. Il peut justement se libérer à travers sa passion, à travers son travail et d'autres facteurs aussi. C'est vrai que le célibataire ne partage pas la même vie que quelqu'un qui est en couple, qui est marié. Il y a quand même des avantages, comme le dit Alpha. Est-ce que tu vois quand même les choses comme lui? Il y a quand même des avantages dans le célibat, ou bien plutôt, toi tu vois plutôt la solitude qui t'empêcherait de voir ces avantages? Non. Au-delà de ce qu'il a dit, je pense qu'il y a bien d'autres avantages qu'il n'a pas cités. Et parmi ces avantages, je dirais d'abord la possibilité de se recentrer sur soi-même, d'apprendre à se connaître, à s'aimer et surtout à se développer sa personnalité. Puisque développer la personnalité de chacun, ça commence à partir du moment où on se retrouve seul. Si tu n'arrives pas à t'en sortir seul, comment est-ce que tu penses pouvoir prendre soin de l'autre? D'où l'avantage du célibat dans ce sens-là, puisque ça permet de mieux se connaître afin de pouvoir savoir si on est prêt à se lancer dans une relation ou pas. D'accord. Et Pape, comme dit Mariam, il faut d'abord se connaître. Si tu ne te connais pas, si tu n'es pas heureux, tu ne peux pas rendre l'autre personne, ton partenaire, heureux. Ça commence d'abord par soi. Il faudrait d'abord que tu travailles, que tu te connaisses avant d'accepter la main de l'autre. Effectivement, donc il faut d'abord se connaître, se concentrer sur soi-même, pouvoir ficeler ses objectifs. Et je pense que si la personne préfère aller dans ce sens-là, ça sera beaucoup plus facile parce que si tu es en couple, tu dois rendre en quelque sorte, tu dois rendre compte à une personne. Donc il y a ce fardeau-là qui permet, qui est un fossé, on peut dire, une cause pour laquelle moi je pense que
le célibat, je pense, j'ai cette conception-là du célibat. Et justement, certaines personnes disent, ne vaut-il pas mieux de vivre cette période de célibat comme une période heureuse, profiter au maximum de sa vie de célibataire afin de se libérer des contraintes de la vie de couple. Avant même de parler des contraintes de la vie de couple, comme disait Mariam, il faudrait d'abord se connaître. Donc, quand tu gères bien ta vie de célibataire et que tu es heureux ou heureuse, l'autre personne, certainement, elle sera heureuse. Est-ce que tu penses, Alpha, que le fait d'être heureuse ou bien heureux, cela peut te permettre de limiter les contraintes de couple une fois que tu acceptes de te marier? Je dirais toujours pas forcément. Alors, moi, je ne sais pas alors comment est-ce que je pense, mais ma conception des choses, est-ce que cette solitude ne peut pas nous plonger dans une dépression? Moi, je pense que ça aussi, c'est des facteurs à prendre en considération. C'est-à-dire cette solitude dans le célibat a quand même des avantages, mais il y a aussi alors des inconvénients, et ils sont très nombreux. Parmi ces inconvénients, il y a la tentation quand même. Quand on est seul, beaucoup d'idées nous traversent, d'idées nous traversent l'esprit. Parfois, ce n'est pas des idées même qui sont très bonnes. Je pense que le célibat doit être un moyen, comme le disait peut-être Mariam, de pouvoir se concentrer sur certaines choses, mais je pense que madame ou monsieur peut aussi participer à nous aider, à nous connaître, à nous perfectionner. La personne peut participer à nous aider dans notre vie, dans l'organisation même de notre vie aussi, parce qu'on voit des gens qui n'étaient pas organisés au moment où ils étaient célibataires, mais dès qu'ils se marient, mais tout rentre en ordre, parce qu'il y a déjà une responsabilité qu'ils ont, il y a maintenant des tâches qui les attendent, un devoir, ils ont des devoirs, à partir de ce moment-là, ça peut être aussi un motif de changement. Donc le célibat, oui, des avantages concentrés et tout ça, mais je pense qu'on peut le faire aussi avec madame. En tout cas, moi, mon célibat, je pense qu'il... Est-ce que c'est pas donner trop de travail à madame? C'est encore mieux d'apprendre quand on est seul, non? Je pense que c'est son travail, elle est là pour ça. C'est son travail, elle est là pour ça. Comme on le dit, madame, c'est ma moitié, elle me complète. Je pense qu'elle ne peut pas venir alors trouver un homme parfait, elle ne peut pas venir trouver un homme qui est déjà... Mais au moins, accompli. tu peux quand même lui faciliter la tâche si tu commences déjà à te connaître avant de te marier. Mais je ne sais pas si vous pouvez être d'accord avec moi. En tout cas, pour ceux qui ont fait un peu de philosophie, ils savent que l'être humain, c'est quelqu'un de changeant. Se connaître, est-ce qu'on peut se connaître réellement? Finalement, on peut même se poser cette question. C'est quoi se connaître? Alors là, moi, il m'arrive parfois d'avoir des comportements ou des façons de faire que j'ignorais de moi-même. Je me dis, mais comment j'ai pu faire ça? Et ça, c'est quelque chose jusqu'à la fin de notre vie que nous allons vivre, en fait. C'est pour ça que je vous dis, se connaître réellement, ça pose problème. Oui, Mariam veut réagir, oui. Je suis d'accord par rapport à lui sur son dernier point. Nous sommes en perpétuelle construction. C'est un processus sans fin, certes. Toutefois, supposons que tu sois en cette phase de recherche, de construction de ta personnalité, qui tu dois être vraiment, et que ta future compagne soit aussi dans le cas. Si vous vous mariez, est-ce que ça ne créerait pas de catastrophe, une sorte de collision, puisque chacun se cherche de part et d'autre? Et est-ce qu'il ne risque pas d'avoir d'embargo en quelque sorte dans le couple? C'est une question que tu poses à Alpha. Oui. Je vais te répondre par une seule citation qui dit que l'homme parfois noie sa douleur dans l'amour. Parfois c'est dans l'amour que certaines blessures, que certaines souffrances peuvent se dissiper. Je pense que ce n'est pas forcément parce qu'on se reconstruit. Finalement, je vais poser alors la question à Mariam de savoir quand est-ce que commence ce processus d'abord de... Alors déjà, il faut comprendre qu'on veut savoir comment être un célibataire épanoui ou encore une célibataire épanouie. Ça, c'est un point important. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es seul, tu peux te dire que je ne pourrai pas m'en sortir. On ne se marie pas, toi par exemple, tu vas te marier la même année que ton frère. Chacun a ses objectifs, mais cette période de transition, il va falloir que toi-même, que tu saches que faire justement. Et le jour où tu décideras d'être avec un partenaire ou une partenaire, ça va quand même faciliter les choses, même si tu ne partages pas vraiment cet avis. Alors, on a quand même remarqué, je vais m'adresser à toi, Pape, on a quand même remarqué qu'il y a beaucoup de célibataires, de jeunes filles célibataires. Et il y a une enquête aussi j'ai fait quelques recherches. L'enquête, c'est plutôt l'ONG britannique Family Optimist qui l'avait faite, qui dit près de la moitié des femmes africaines sont célibataires. Toi, pour
Pourquoi autant de femmes célibataires en Afrique, selon toi? Selon moi, je pense voilà, comme les gens le comprennent ainsi, je pense qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Donc, je peux quand même voilà, dire que c'est parce qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes que les gens sont aussi, voilà, et sont célibataires. Et aussi, il y a beaucoup d'hommes qui ne prennent pas leurs responsabilités en main, qui ne veulent pas se marier parce que voilà, quand ils préfèrent être en célibat pour s'enfermer, pour voilà, se connaître d'abord et pouvoir après se marier. Donc, mais si c'est se connaître, c'est pas mauvais. Hein. C'est pas mauvais si la personne décide d'abord de se connaître avant de se lancer dans le mariage. Voilà. Et certaines personnes disent aussi c'est par rapport aux circonstances. Tellement qu'on a été déçu, on se dit ben voilà, c'est fini pour moi. Je préfère encore m'occuper de mes affaires, que je puisse encore réaliser mes objectifs. Mariam. Pour d'autres, je crois que c'est beaucoup plus pour se permettre d'avoir un vaste champ de libertinage, puisqu'ils se disent que s'ils s'engagent, ils ne pourraient plus se permettre certaines choses. Voilà pourquoi ils priorisent le célibat. Toutefois, la situation qui conduit au célibat, majoritairement ici, il serait difficile de mettre un mot exact sur cette situation. Toutefois, je pense que tout part de la préparation qu'on a. Je crois qu'en Afrique, on n'est pas assez préparé et cela conduit majoritairement au célibat. Et dans la plupart des cas, ce sont souvent des femmes qui sont divorcées puisque, comme je l'avais dit au début, elles ne prennent pas le temps de se préparer ou vice-versa. Et une fois dans le foyer, ça capote et elles sont obligées de se retrouver encore célibataires. Est-ce qu'on doit parler de libertinage ou de liberté, Alpha, pour un célibataire qui ne veut pas se marier? Est-ce qu'il y a la recherche d'un libertinage ou bien de liberté? Tout dépend. Et, en fait, moi, je ne suis pas catégorique. J'essaie d'être un bon philosophe, c'est-à-dire je ne suis pas ferme sur une position. J'essaie d'être flexible et de comprendre aussi la position de tout un chacun. Tout à l'heure, Pape, je pense, parlait de responsabilité. Oui, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il faut certes se connaître, mais je pense qu'il n'y a pas de loi, de règles forcément établies et écrites en amour. Donc, à partir de ce moment-là, est-ce que ces gens vont rester dans leur coin pour, je ne sais pas, cette réflexion, en tout cas, à quoi est-ce qu'elle va servir? Parce que plus je me base d'abord sur l'étude qui a été faite et que tu viens de révéler, c'est-à-dire c'est un cas inquiétant. Est-ce que toutes ces femmes-là, finalement, ne se connaissent pas? Est-ce qu'elles veulent prendre du temps pour se connaître? Il y a plusieurs raisons. Il y a se connaître, il y a également des personnes peut-être qui se disent, qui priorisent les études. Voilà. Et aussi qui veulent avoir une situation stable, professionnellement parlant. Il y a beaucoup de raisons à cela. Oui, peut-être, oui. Il y a beaucoup de raisons, mais il y a aussi des raisons non fondées, à mon avis, qui ne méritent pas d'attendre assez. Est-ce que, par exemple, le mariage, voilà, ça va, je sais que Mariam ne va pas aimer cette position-là, mais est-ce que, par exemple, le mariage peut forcément mettre frein aux études d'une fille? Ça, par exemple, c'est une question que je pose. Moi, j'ai étudié avec plein de filles qui étaient mariées, qui étaient même très brillantes et qui continuent leurs études. J'ai même étudié avec des filles qui sont mariées et qui avaient des enfants, plutôt. Finalement, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est un élément capital qui rentre en considération pour qu'on reste... Il y a plusieurs raisons, comme je disais tout à l'heure. Et chacun peut aussi te dire que bon, moi, je suis célibataire parce que j'ai décidé. Ça peut être aussi un choix. Voilà, c'est pas que mes parents ne veulent pas ou bien les parents décident. Non, c'est que la personne a choisi d'être seule. Ça peut être aussi ça. Tout à fait. Quand on a été trop déçu, ça peut être un facteur. Tout comme pour les filles de nos jours, quand on n'a pas la patience d'attendre, on veut des raccourcis, on veut être avec un homme déjà, je ne dirais pas instable, mais un homme déjà, je dirais bien bâti, qui a fini de faire sa vie. Et voilà, Alors, c'est comme notre thématique parle, je disais au tout début de cette émission, comment bien vivre son célibat. Justement, je te pose la question, Mariam, comment bien vivre son célibat, sans pression? Selon moi, bien vivre son célibat, ça commence tout d'abord par s'assumer soi-même en tant que jeune, en tant que membre de la société et en tant que personne avec des ambitions. Puisque si tu n'arrives pas à te focaliser sur tes rêves ou tes projets de vie, seul, comment est-ce que tu pourrais y arriver quand tu serais accompagné ou quand tu serais face à
dans une situation où tu te retrouves en couple ou même avec des enfants, une femme, il serait très difficile. Voilà pourquoi il faut tout d'abord commencer par s'assumer soi-même en tant que jeune. Ce qu'on a à faire, son devoir, son droit et son devoir dans la société en tant que membre de la société active. Mais là, on parle du côté aussi relationnel. Donc, si tu veux t'en sortir, tu dois voir d'autres points, d'autres paramètres. Oublie un peu ce côté relationnel. Tout à fait. Puisqu'il n'y a pas que ça qui compte dans la société, la finalité, ce n'est pas que d'être un amoureux, c'est aussi fonder sa famille, permettre aux futurs enfants de pouvoir avoir un cadre sain où ils vont grandir et être épanouis. D'accord. Et pas pour toi, comment bien vivre son célibat? Quel conseil tu peux donner aux célibataires? Même si tu l'es toi-même. Hein. Oui, effectivement. Il faut d'abord se connaître, c'est-à-dire savoir que c'est ça mes limites, c'est ça mes défauts. Donc si on essaye quand même de pallier à ça, de régler cette situation-là. Alors là, est-ce que tu veux parler d'un jeune garçon qui vit avec sa copine ou bien tu parles de quelqu'un vraiment qui est seul? Si la personne se lance dans une relation, donc il y aura une autre personne qui va un peu chambouler tout. On peut dire que cette personne va essayer de le contrôler. Je voudrais savoir, quand on est célibataire, selon toi, comment bien vivre son célibat sans pression? Comme je crois que j'ai posé la même question à Mariam, toi, comment tu vois les choses? Comme toi, tu es célibataire, tu as des conseils à nous donner. Hein? Oui, c'est se concentrer sur ses objectifs, sur ses études et sur ses projets. Je pense que là, si on se concentre sur ça, on est un peu épanoui parce qu'on veut accomplir nos rêves. Donc, si on se concentre et qu'on se focalise sur ça, on n'a pas de pression, d'après moi. Ouais. Et Alpha, comment faire pour bien vivre son célibat? Parce que ce n'est pas facile du tout. Il y a certaines personnes qui s'en sortent, d'autres non. Il y a d'autres qui tombent dans la dépression. Et comment faire pour sortir? Est-ce qu'il faudrait avoir beaucoup d'activités que tu aimes, par exemple, ou bien passer du temps en famille, tout en sachant que quand tu passes du temps en famille, peut-être tes frères aussi ont leur vie, certainement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire justement? Moi, je pense que la première chose à faire, c'est d'abord d'accepter sa situation. De savoir que ce n'est pas une situation forcément qu'on a, c'est-à-dire qui est dramatique, quoi. C'est-à-dire le célibat, c'est pas une situation quand même qui est dramatique parce qu'on change de vie. On est célibataire, comme le disait tout à l'heure Mariam, pour régler un certain nombre de points. Savoir qu'il y a des responsabilités qui nous attendent, savoir qu'on a des devoirs, on va être parents et tout ça. Donc il faut quand même préparer, il faut prendre le temps de préparer son avenir, c'est-à-dire s'assurer qu'on peut avoir la dépense pour la famille, pour madame, pour les enfants qui viendront, et savoir aussi que... Il faut accepter la situation, comme tu disais. Oui. Il n'y a pas que ça dans la vie, tu peux penser à autre chose également. Exactement, tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut d'abord réussir un certain nombre de points avant de s'engager dans une relation beaucoup plus solide, beaucoup plus... Oui. Oui, sérieuse, oui, on peut l'accepter. mais tout n'est pas rose aussi, hein, quand on est célibataire. Je crois que c'est toi qui parlais des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages. Mais est-ce que tu ne penses pas que ce soit les filles ou encore les jeunes garçons, ils sont trop exigeants? Et à la fin, on se retrouve, surtout, je dirais, les femmes, tu atteins un certain âge, tu es toujours célibataire. Est-ce que ce n'est pas le fait d'être trop exigeante s'il faut parler de la femme ou de la jeune fille? Tout à fait, raison pour laquelle je me disais, est-ce que toutes ces filles, d'après cette étude, et en tout cas en suivant la logique de Pape, où ces femmes ne se connaissent pas, est-ce qu'elles prennent encore le temps de se connaître, de savoir quelles ont des qualités, quels ont des défauts? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que ça aussi, c'est un autre point à développer, c'est-à-dire trop d'exigences, trop de pression qu'on soumet à son partenaire, trop de caprices. Vraiment, il y a tout un cocktail qui retarde. C'est comme on dit, l'homme idéal à la recherche de la femme idéale, c'est le meilleur moyen de rester célibataire. Est-ce que toi également, tu vois les choses comme ça quand on dit une femme qui a atteint un certain âge, elle n'est pas mariée, certainement, ou bien dans son parcours, pendant son parcours, elle a été exigeante? Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Certes, il y a des
variations de situation. Toutefois, je pense que l'exigence aussi pourrait pousser à cela, puisqu'une personne trop exigeante réduit ses marges de manœuvre. Il serait difficile pour un homme de se mettre avec une femme très exigeante s'il a une panoplie de femmes à sa portée. Et aujourd'hui, comme Pape l'a dit, il y a plus de femmes que d'hommes. Du coup, le marché du mariage est un peu très serré, la concurrence est très rude. De ce fait, il serait difficile pour une femme très exigeante de pouvoir se caser. C'est plutôt une bonne affaire pour nous. Hein? Malheureusement. Alors, on va donc terminer. Je vais poser la dernière question à Pape. Certaines personnes disent que quand une jeune fille est dans la vingtaine, elle a plus de chances de se marier. Dans la trentaine, les chances diminuent. Dans la quarantaine, encore moins. Est-ce une raison pour dire oui au premier venu? Je pense que ce n'est pas une raison. C'est pas une raison. La majeure partie des cas, les filles qui en quelque sorte, ouvrent leurs bras au premier venu, donc elles sont certaines, dans la plupart du temps, elles sont en quelque sorte découragées. Parce que c'est ça qui amène la plupart du temps des divorces. Parce qu'on ne prend pas la peine de connaître la personne. D'accord. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Quand on parle de célibataire, le célibataire ou la célibataire également a des responsabilités. On en parle en seconde partie d'émission. On se dit à tout de suite. Jeunes parents célibataires, comment assumer ses responsabilités? On en parle. Je suis toujours avec mes invités. Alpha, comment faire pour être présent dans la vie de ses enfants quand on sait qu'on est célibataire, on est professionnel? Comment faire justement pour répondre à tous ces besoins, les besoins d'un enfant ou de ses enfants, je veux dire? Oui, j'essaierai de répondre à cette question en reprenant une citation que j'aime beaucoup d'un auteur, d'un philosophe qui nous dit que l'élever un enfant, ce n'est pas se rabaisser jusqu'à lui, mais c'est l'élever jusqu'à soi. Et c'est l'une des entreprises, je pense, la plus compliquée. Élever un enfant, assurer son avenir et garantir des conditions meilleures pour son épanouissement. Je dirais qu'il faut d'abord accepter aussi, je reviens sur ce point, accepter sa situation, comprendre que maintenant on a des responsabilités, tout comme quelqu'un qui est marié, qui n'est pas célibataire, mais quand on est surtout célibataire, il faut encore 2 fois plus alors être présent dans la vie de cet enfant, de cet être, et veiller à ce qu'il puisse aller à l'école, à ce qu'il puisse avoir quand même un environnement propice à son développement. Et quand tu dis veiller, il faut faire quoi exactement? On sait, par exemple, si c'est un professionnel qui travaille toute la journée, il rentre chez lui, on va dire ça, puisqu'il ne vit pas avec la maman de l'enfant, il va veiller comment? En faisant quoi? Oui, c'est ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut avoir le temps pour cet enfant, veiller en sachant où l'enfant fait ses journées. Je pense que ça aussi, c'est le minimum. Il faut savoir dans quel environnement se trouve cet enfant. Est-ce qu'il n'est pas dans un environnement où il est facilement, comment on appelle, influençable ou facilement... Soumis à des dangers. Exactement, soumis à des dangers. Ça, je pense que c'est la première des choses. Et autre chose, je pense qu'il faut aussi tracer une voie pour son enfant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai cette idée depuis très longtemps. Par exemple, prendre l'enfant, l'amener dans des aires de jeu, ou prendre l'enfant, l'initier dès son plus jeune âge à la lecture, ou je sais pas, à l'écriture, en tout cas avoir une vision, dégager un projet. Ne pas rester dans son coin, vous envoyez juste de l'argent, alors que l'enfant a besoin de son père. Mariam, est-ce que tu es d'avis, c'est pas seulement faire un Western Union, ou bien encore c'est pas seulement faire un transfert d'argent, et il faudrait plutôt être présent. Par exemple, un week-end, pourquoi pas prendre son enfant, aller jouer ensemble. Je suis totalement d'accord par rapport à ce point de vue, puisque aujourd'hui, ce qu'on constate malheureusement, c'est que la plupart des parents célibataires, surtout les femmes, puisque ce sont elles qui sont en charge des enfants, elles sont délaissées en quelque sorte
à leur sort. Et l'homme, lui, se charge que d'envoyer l'argent et il se dit, c'est bon, tout est résolu. Et pour cet enfant, la mère, c'est celle qu'il y a de pire, puisque c'est elle qui crie sur l'enfant quand il fait ce qui n'est pas bien. C'est elle qui le frappe, qui le corrige. Elle joue double rôle. Oui, hein. et le papa, c'est l'héros qui envoie juste de l'argent et qui lui offre ses cadeaux et autres. Du coup, c'est très difficile de pouvoir trouver l'équilibre. Toutefois, l'idéal serait que le parent essaie de s'impliquer du mieux que possible dans l'éducation de cet enfant-là. Que ce ne soit pas juste à un seul parent de se charger de ça, puisqu'ils sont deux. Ils sont les deux responsables, ce sont les deux qui ont été à l'origine de cet enfant. Alors, chacun doit s'impliquer au maximum pour assurer un bon avenir pour cet enfant et surtout l'équilibre mental de cet enfant. Oui. Exactement, Pape. Mariam me disait tout à l'heure qu'il y a beaucoup de mamans solo. Et toi, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour ces mamans-là aujourd'hui de mieux s'en sortir, de ne pas vraiment s'apitoyer sur leur sort, je peux le dire comme ça, parce que ce n'est pas facile d'élever un enfant seul. Parfois, le papa n'est pas là. Il y a certains qui n'appellent même pas. Et la maman est obligée de tout faire. Elle joue deux rôles. Ce n'est pas du tout évident pour cette maman solo. Qu'est-ce qu'elle devrait faire justement pour s'en sortir ? Donc, pour s'en sortir, moi, je pense qu'il faut assumer d'abord ses responsabilités. Accepter d'abord cette situation. Donc, si on accepte cette situation, on peut trouver des solutions. Donc, et aussi, moi, je conseille à ces jeunes mères-là de retourner à leur famille. Parce que s'il y a cet environnement-là, donc je pense que ça sera beaucoup plus facile d'éduquer son enfant. À elle seule, ça sera très difficile de le faire. Donc, si, par exemple, on est dans une famille qui est un peu élargie, il y a papa, maman et les grands frères et grands sœurs. Ça peut faillir, mais cette grande famille aussi peut faillir à l'éducation de cet enfant. D'accord, ce qui est vrai, la présence du père est très importante. Oui. Face à cette situation, je suis d'accord. Toutefois, et si on prenait le cas des filles ou des femmes qui n'ont pas de grande famille, comment est-ce qu'elles procèdent dans ce cas de figure? Il serait difficile pour elles d'avoir une personne qui puisse assurer l'éducation de cet enfant, tout comme même avec une grande famille aussi, ils peuvent passer à côté de l'éducation de l'enfant. Du coup, moi, personnellement, je pense que l'idéal serait que cette femme implique l'homme dans l'éducation de son enfant. Il y en a qui sont trop fiers pour faire ça. Du coup, je trouve que ça, c'est une erreur. Elles doivent tout faire pour impliquer l'homme, puisqu'il a aussi sa part de responsabilité dans cette histoire. Dans le cas de figure où le papa est totalement absent, c'est quelqu'un, même quand on l'appelle, il ne répond jamais. Cette mère-là, qu'est-ce qu'elle doit faire justement? Oui, je pense qu'avant de faire un enfant, je ne sais pas parfois si on pense à ça, qu'on m'excuse, mais est-ce que les deux conjoints ou les deux le couple qui veut faire cet enfant a en tête ou pense à toutes les responsabilités qui s'attachent à leur acte. Ça, par exemple, c'est une question, je pense, qu'on doit se poser. Mais j'aimerais prendre aussi un exemple, si tu permets. Oui. C'est pour ça, oui, l'implication du papa, tout comme l'implication de la maman est importante, mais prenons le cas de figure où, par exemple, le papa est décédé. C'est une jeune maman qui est là, le papa est décédé. On ne va pas aller le réveiller au cimetière pour dire, viens t'occuper de ton enfant. En tout cas. Il est parti, c'est pour ça que je dis, donc chaque parent, en tout cas, personne, que ce soit l'homme ou la femme, doit être imbu, c'est-à-dire de la responsabilité, de l'esprit... Oui, de l'esprit surtout de responsabilité qui doit se rattacher à cette mission. Quand on est papa, je pense qu'on peut élever un enfant. On n'a pas parfois besoin des deux parents, je vous assure, parce que parfois on voit, comme on parlait de ces mamans poules, moi je me demande à quoi servent ces mamans dans ce foyer. Ou par exemple un papa qui est trop autoritaire, par exemple. Est-ce que là l'enfant a besoin de ça? Je pense que chacun d'entre eux doit quand même... faire le juste milieu, savoir que l'enfant, qu'il soit avec papa ou qu'il soit avec maman, qu'il sache que je suis avec un parent, je suis avec quelqu'un qui peut me redresser, qui peut me permettre de ne pas être dans une situation que je pourrais regretter demain, parce que vous savez, l'enfant ne connaît pas ce qui est bien pour lui.
justement certains parents ne connaissent pas la communication non violente et on ne prend pas la peine d'écouter les enfants, ce qui n'arrange guère certains enfants. On voit un peu, ces enfants deviennent un peu les délinquants parce qu'à la base, maman est dure ou papa est dur, maman célibataire bien entendu est dure. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour favoriser cette communication non violente, Alpha? Je ne sais pas si mon idée peut être acceptée, mais moi je proposerais que les médias jouent un rôle essentiel dans ce processus. Il faudrait former les parents. Moi je pense que ça, je ne sais pas si c'est des programmes qui existent avec nos chaînes de télévision ou avec en tout cas même les activistes, mais j'aimerais qu'on ait beaucoup plus de personnes qui fassent le travail. Former ou bien informer les parents? Non, former, sensibiliser. Voilà, informer, d'accord. Voilà, former, sensibiliser, informer, c'est pour ça que je dis, tout le monde, la société, un enfant, c'est l'affaire de toute la société, je rappelle, ce n'est pas l'affaire de papa et de maman. Donc, cet enfant-là, quand il réussit, c'est tout le pays. Prenons le cas aujourd'hui de Sadio Mané, si on peut se le permettre. Sadio Mané n'appartient plus à Bambali, même si c'est son village natal, mais tous les Sénégalais, en tout cas une bonne partie alors, et félicitent, encouragent, aiment cet enfant. C'est vrai que les plus grands vainqueurs dans ce match-là de la réussite, c'est les parents qui sont, qui sont très fiers de l'enfant qu'ils ont, mais aussi c'est l'affaire de toute la société. Et les médias, je pense qu'ils ont un rôle essentiel, crucial à jouer dans la formation et dans la conscientisation aussi, parce qu'il y a des parents inconscients, il faut le dire, des parents qui sont là, qui s'en foutent, qui font des enfants et qui ne préparent pas l'avenir de ces enfants, qui pensent que quand l'enfant échoue... Les parents qui ne prennent même pas la peine, comme tu dis, il y a aussi ceux-là qui ne prennent pas la peine de parler avec son partenaire, et on fait des enfants, on se rend compte qu'on traverse des moments difficiles, on abandonne l'autre partenaire avec l'enfant et ça devient très compliqué. Alors moi je voudrais bien parler de la communication entre la maman et l'enfant, et comment on peut éduquer un enfant de façon bienveillante sans trop être exigeant ou encore trop strict, Mariam? En dehors de ce qu'il vient de dire, je rajouterais qu'il n'y a pas que les médias, il y a aussi la société proche. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des églises comme des mosquées ou des regroupements religieux et bien d'autres entités en quelque sorte qui nous accompagnent au fur et à mesure de notre évolution dans la société. Voilà pourquoi je trouve que ces personnes ou ces entités peuvent être des piliers pour l'éducation, sont bien placés, puisque généralement, je ne sais pas comment ça se passe dans la religion musulmane, mais chez les chrétiens, les femmes écoutent beaucoup plus le pasteur que tout autre. De ce fait, je crois qu'on doit impliquer beaucoup plus les guides religieux et les responsables qui se trouvent au niveau de ces postes-là, puisque eux, ils sont mieux placés pour atteindre beaucoup plus les femmes, pour les faire entendre ce qu'elles doivent comprendre pour assurer l'éducation des enfants. Mais la maman aussi ou le papa célibataire, tout le monde n'est pas chrétien, tout le monde n'est pas musulman. Je pense que la personne aussi, soi-même, doit voir son enfant, doit penser au bonheur de son enfant. Et si on n'a pas cette possibilité-là d'aller dans ces entités, je pense que la première des choses, c'est vraiment penser au bonheur de son enfant, pour ne pas trop exiger, être un policier derrière cet enfant, laisser un peu le champ libre à l'enfant, pas de prendre des décisions comme il veut, mais d'être là à l'encadrer comme il se doit. Alpha. Tout à fait. Là, c'est devenu un réel problème dans notre société. Je vais rappeler un fait. Dans les échanges que j'ai eus très souvent avec mon papa, un peu quand j'étais plus jeune, il m'expliquait que quand ils rencontraient leur professeur à leur époque, ou quand ils rencontraient en tout cas un vieux du village à une certaine heure ou en train de faire certains actes, ils savaient que c'était une bastonnade garantie, sur le coup. Et tu pars à la maison, tu pleurniches là-bas, on rajoute encore. Donc c'était l'affaire de toute la société. Aujourd'hui, je suis au regret de le dire, quand un enseignant tape un enfant, mais attendez-vous à ce que le papa... Moi-même, j'ai vécu ça. J'ai calmé un parent d'élève qui voulait taper
un enseignant qui a corrigé son enfant, parce que l'enfant est trop, perturbateur et trop turbulent dans la classe. C'est pour ça que je vous dis, donc finalement, la société, même si c'est ça l'idéal, mais aujourd'hui, la société ne peut plus s'incruster dans les familles, elle ne peut plus avoir ce rôle de rectifier des enfants dehors, de taper, ou je ne sais pas, même de parler, c'est devenu très risqué. Avec en tout cas cette méfiance et je dirais même cette, cette confiance qui n'existe plus dans ce monde-là, c'est très difficile maintenant d'encadrer tout le monde. C'est pour ça, je parlais tout à l'heure des religieux, oui. C'est essentiel, c'est crucial, mais ces religieux-là, je pense qu'ils font bien leur travail en tout cas. Elle dit qu'elle n'est pas musulmane, moi je le suis. Je sais que lors des sermons du vendredi, l'imam prêche la bonne parole. Il parle aux fidèles, il leur explique ce qu'ils doivent faire. Il parle très souvent des responsabilités que le parent a. Et je pense que ça même, dans la religion musulmane, c'est bien mentionné, c'est bien écrit que le parent devra rendre des comptes à Dieu sur sa façon de gérer sa famille, sur sa façon de prendre soin de ses enfants. Et si on pouvait tenir compte de ces valeurs, je pense que les enfants ne seront pas abandonnés ou encore ils ne seront pas maltraités. Alors, Pape, on voit ces familles monoparentales qui sont déboussolées par ce qui se passe. Et tu es seul, un parent qui est seul, qui élève son enfant, ce n'est pas vraiment du tout évident. Est-ce que ça devait servir de leçon pour ces jeunes garçons ou jeunes filles qui veulent faire des enfants? Oui, ça peut être, je peux dire que c'est une situation qui peut arriver. Donc, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Avant comme je le dis, avant de se lancer dans un couple, il faut d'abord se connaître. Et aussi insister sur le fait que ce n'est pas le bâton seulement qui règle un problème. Un enfant, il y a un processus à suivre avant de frapper un enfant. Donc, je pense qu'il faut l'éduquer en discutant avec lui. S'il faute, tu peux l'appeler, lui expliquer que ça, ce n'est pas une bonne chose. Lui expliquer avant de le taper, c'est important. Parce que le fait de frapper un enfant à chaque fois, ça peut même le conduire à faire des choses qui ne sont pas normales. À être rebelle, parce que voilà, ça peut conduire un enfant à être rebelle. Donc c'est une situation qui n'est pas souhaitable. Voilà. D'accord. Et Alpha, par rapport à ce qu'il dit, c'est vraiment un point très important. Pour ne pas que l'enfant soit rebelle un jour, il faudrait savoir communiquer avec lui. Justement, beaucoup d'enfants ont raté, ou en tout cas beaucoup de parents ont raté leur vie parce qu'ils n'ont pas eu un encadrement qu'il fallait. Ils n'ont pas eu, je dirais, des parents compréhensibles. Par exemple, moi, je ne sais pas si je peux me permettre, si mon papa peut l'accepter, hein, je peux donner cette autorisation. Il me disait souvent qu'à leur époque, il n'y avait pas trop de proximité entre le parent et son enfant. Il t'appelait, X, viens, allez, va me chercher du bois, va faire ceci et cela, tu viens, tu exécutes et tu te retires. C'est-à-dire, et même les femmes, hein, c'était aussi comme ça avec leur mari, c'était pas le grand amour où on s'embrasse. Pas comme aujourd'hui en tout cas. Non, c'était pas ça, c'est-à-dire c'était vraiment une relation, oui, stricte. Donc la communication est là justement un rôle essentiel à jouer. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que éduquer un enfant, c'est l'entreprise la plus compliquée, la plus difficile. Parce que tous les enfants aussi n'ont pas les mêmes façons de comprendre les choses. Il y a des enfants, c'est quand on tape que ça fonctionne. Papa n'était pas d'accord avec ça, mais parfois le bâton a sa raison d'être dans l'éducation des enfants. Et la sévérité aussi, oui. Il faut que l'enfant sache que quand je fais ceci, si papa revient, ça va chauffer pour moi. Donc ça aussi, c'est très important dans l'éducation. Donc le bâton... pas tout le temps, mais il doit être présent. Voilà. Et concernant les devoirs que les enfants doivent faire à la maison, Mariam, comment la maman peut s'en sortir? Je ne sais pas pourquoi j'insiste toujours la maman, alors que ce n'est pas seulement la maman, il y a aussi le papa célibataire qui peut élever seul son enfant. Comment s'en sortir avec son enfant qui doit faire ses devoirs tout en sachant qu'on est professionnel, même si on est célibataire, on est professionnel, on arrive à la maison, on est très fatigué. Est-ce qu'il faut donner la responsabilité à une autre personne? Quand je dis donner la responsabilité à une autre personne, c'est-à-dire peut-être trouver un répétiteur qui peut venir encadrer l'enfant à la maison, mais tout en suivant tous les mouvements. Là,
on est face à deux différentes situations. La première situation, c'est lorsque la femme, elle est cadre, elle est très occupée, elle rentre du boulot toute fatiguée. Dans ce cas, elle est obligée de déléguer une personne qui puisse suivre ce processus, qui puisse permettre à l'enfant de faire ses devoirs et ce qu'il a à faire. Puisque si elle est fatiguée, il serait difficile pour elle de rester assez concentrée ou d'avoir l'esprit requis pour suivre l'enfant dans la réalisation de ses devoirs. Mais dans le cas où on est avec une femme qui n'est pas encore professionnellement active, là, elle peut se charger de cela puisque c'est son rôle en tant que maman de superviser le devoir de l'enfant, de voir s'il fait bien. Analphabète, on fait comment, Maria? Elle supervise. Une maman analphabète, par exemple, qui elle délègue le travail à quelqu'un qui est apte à suivre ce processus-là. Puisque même moi, je n'ai pas eu, si je peux prendre mon exemple, ma mère n'a pas eu la chance d'être instruite. Toutefois, ça ne m'a pas empêché d'évoluer dans mes études. Et ce n'était pas elle qui supervisait mes devoirs. Mon père était loin, ma mère était là, certes. Toutefois, il y avait des répétiteurs qui me suivaient pour mes travaux d'école et tout ce qui suit. Voilà pourquoi tout dépend de l'organisation. Tout est une question d'organisation. Même si on est analphabète, on peut quand même poser des questions à son enfant. Oui. Tu étais à l'école, qu'est-ce qu'on t'a dit à l'école? Est-ce qu'il y a des devoirs? Tu as fait tes devoirs? Voir comment coordonner, mais je crois qu'à ce niveau, il ne faut pas trop faire confiance aux enfants, puisque moi, quand ma mère me demandait si j'avais des devoirs, je disais toujours non, puisque je ne voulais pas travailler. Alors, il y avait un répétiteur qui venait superviser si j'avais des devoirs, si je faisais ce qu'il fallait que je fasse ou pas. Voilà pourquoi, dans ce cas, il faut trouver juste la bonne organisation, savoir comment disposer les choses pour parvenir à suivre. Il y a Alpha qui veut réagir, oui. Tout à fait, je partage quand même à 90% l'avis de Maria, mais il y a un point peut-être qu'on a oublié qui est très important. Moi, je pense qu'il ne faut pas omettre Dieu dans l'éducation d'un enfant. Il a sa place. Les prières aussi ont leur place dans l'éducation et la réussite d'un enfant, au-delà de toute cette organisation. En tout cas, pour ceux qui sont croyants, bien entendu. D'accord, disons-le comme ça. En tout cas, pour ceux qui sont croyants, je pense qu'il ne faut pas omettre ce paramètre, peut-être qu'on avait tous oublié, parce que parfois, on s'en rend compte que ce n'est pas notre force, ce n'est pas notre beauté, ce n'est pas l'argent qu'on met pour cet enfant qui lui a permis d'être à ce niveau-là. Parfois, on sent clairement que là, oui, exactement. Là, on sent que c'est invisible, quoi. On ne comprend pas comment ça se passe, mais on voit bien que ça réussit et que l'enfant peut rendre grâce à Dieu et rendre grâce à ses parents. Justement, c'est pour ça, à chaque fois qu'un enfant réussit, on dit on rend grâce à Dieu. Parce qu'on sait que c'est aussi grâce à lui que cet enfant a pu atteindre un certain niveau, un certain statut. Parce que, pour résumer, ni le bâton, ni l'argent, parfois même ni les conseils ne peuvent être des facteurs essentiels pour l'éducation de l'enfant. Parce que l'enfant, je pense qu'il y a même des psychologues qui ont travaillé sur ça, sur la conscience de l'enfant. L'enfant est de nature inconscient. Et qu'est-ce qui peut le faire prendre conscience, justement? Est-ce que c'est les bonbons? Est-ce que c'est l'argent? Est-ce que c'est le bâton? Mais on dit aussi qu'il faut favoriser la communication, et ne pas trop crier, parce que quand vous criez trop, l'enfant n'entend plus rien. Il est tellement habitué, surtout avec le bâton, on n'en parle plus parce que l'enfant se dit, ben voilà, j'ai fait une bêtise, et on va me crier dessus, on va me frapper et ça va passer. Alors tout à l'heure, je crois que c'est Pape qui parlait de la communication, et il y a aussi des enfants qui sont très turbulents. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Est-ce qu'il faut demander de l'aide? Quand je parle de l'aide, par exemple son père ou bien le répétiteur ou encore son maître. Est-ce qu'il faut demander de l'aide ou bien on va observer la situation comme ça? On peut demander de l'aide surtout au maître, c'est-à-dire un enseignant, une personne qui saura vraiment suivre l'enfant pour ce qui concerne l'éducation. Donc, même si un enfant est turbulent, je pense que moi, je peux insister sur la communication. Parce que si vous voyez, si un enfant est turbulent, même s'il est turbulent, donc si on privilégie la communication, des fois ça peut entrer. Mais si on habitue trop l'enfant au bâton, après si on communique avec lui, il ne peut pas entendre, il peut dire que voilà, puisqu'il n'y a pas de bâton, donc je ne peux pas entendre ce que voilà, mon père ou bien ma mère me dit.
Donc il faut privilégier depuis le bas âge la communication. Donc on peut aussi, s'il s'agit de l'éducation, comment dirais-je, des études, prendre une personne qui peut suivre l'enfant et aussi superviser. En dehors des devoirs aussi, il faut se rassurer que si l'enfant a bien mangé, par exemple. Mariam, est-ce que tu penses que le papa peut arriver à ce niveau-là aussi, demander quand même le bien-être de son enfant? Il va bien à l'école, c'est vrai, on paye les études, mais est-ce qu'il mange bien? Tout à fait. Et c'est d'ailleurs un devoir pour lui, puisque manger, ça fait partie je dirais, des choses qui permettent à l'enfant de pouvoir avoir un meilleur développement. Du coup, le père doit se soucier de ce que prend son enfant, comment est-ce qu'il le prend, est-ce que ses habitudes alimentaires sont convenables à son développement et autres. Et en dehors de cela, ce que je peux rajouter à l'intervention de Pape, c'est qu'il est difficile de définir une manière standard d'éduquer un enfant turbulent, puisque ça varie en fonction de chaque enfant. Les approches varient en fonction de chaque enfant. Pour certains, ce n'est que le bâton qui passe. En dehors du bâton, rien ne marche. Pendant que pour d'autres, il suffit juste de trouver l'approche idéale. Ça peut être par exemple des colonies de vacances, des sorties, la communication, ou même trouver une activité sur laquelle l'enfant recentre toute son énergie. Mais surtout, trouver une activité qui puisse permettre de recentrer toute l'énergie de l'enfant, puisque les enfants turbulents, ce sont souvent ceux-là qui sont débordants d'énergie, qui ne savent pas comment faire. Si on arrive à trouver une activité qui attire son attention et qui puisse lui permettre de se concentrer sur cette dernière, c'est sûr qu'on pourrait parvenir. D'accord, je vais poser la dernière question, justement, nous sommes arrivés presque à la fin de cette émission. La société juge quand même ces jeunes, juge mal, je dirais, les jeunes parents célibataires. Toi, comment tu vois justement ce regard-là? Comment tu juges ce regard? Alors là, c'est une question très difficile et facile en même temps. D'un côté, on peut dire que la société n'a pas à se mêler de ce qui ne la regarde pas. Je suis catégorique là-dessus. Mais de l'autre côté, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'éducation d'un enfant, parfois, c'est l'affaire de tout le monde. En tout cas, à l'époque, c'était l'affaire de tout le monde. Donc, selon les contextes. Avant, l'enfant, quand il naissait, quand il grandissait, jusqu'à ce qu'il quitte le village, vraiment, il s'interdisait certaines choses. Et c'est même l'environnement dans lequel il était qui ne lui permettait pas. Mais aujourd'hui, est-ce que cette société-là, justement, comme elle ne peut pas alors jouer ce rôle, elle se limite à observer et à apporter des appréciations. Elle apprécie ou elle déprécie en fonction je dirais, de sa position. Merci vraiment pour toutes ces réponses. Merci à vous. Et nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons reçu Alpha, tu es journaliste blogueur. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Également Mariam, consultante en gestion d'images et marques personnelles. Merci à toi également. Tout le plaisir est pour moi. Et Pape, tu es étudiant en analyse et politique économique. Merci également à toi. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Média.